Nous sommes en soins intensifs néonatales, priez pour nous s'il vous plaît. Ma tante a répondu, en robe de bal, depuis un gala de charité. Personne n'est venu. 5 semaines plus tard, toujours assise à la cafétéria de l'hôpital, j'ai vu 62 appels manqués et un texto de mon frère, décroche, c'est grave, j'ai répondu et puis. Il était 2 heures du matin, et j'étais assise seule dans une salle de tirage d'un hôpital. L'air sentait l'antiseptique et le café éventé, et le seul son était le ronronnement mécanique de la machine. Je m'appelle Lorraine, et j'ai 34 ans. Mon fils, Léo, était un étage en dessous de moi, en néonatologie, luttant pour sa vie. Il était arrivé à seulement 27 semaines, un tout petit oiseau de 935 grammes. J'étais épuisé, terrifié, et j'avais juste besoin de ma famille. Mes mains tremblaient lorsque j'ai envoyé un message à notre groupe de discussion familiale de Boston, obsédé par l'image. Léo passe une mauvaise nuit. S'il vous plaît, priez pour lui. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était de ma tante Rebecca, la matriarche de notre famille. Ce n'était pas un texte. C'était une photo d'elle souriante, dans une robe de bal sur scène, parfaitement posée. La légende disait, si fière de représenter notre famille au gala de la fondation de l'hôpital pour enfants redonnés. Avez-vous déjà vu votre crise la plus profonde ignorée, ou pire, utilisée comme une opportunité de photo par les personnes censées vous soutenir le plus? Faites-moi part de votre histoire dans les commentaires. Cette photo, ce n'était pas juste une réponse déconnectée. C'était un message. C'était un symptôme de toute ma vie avec eux. Voyez-vous, dans ma famille, nous n'étions pas juste une famille. Nous étions une institution, un nom de la vieille bourgeoisie de Boston, obsédée par le pédigré, la philanthropie, et par-dessus tout, l'image. Nos vies étaient dirigées depuis le bureau immaculé aux boiseries d'acajou de la fondation familiale, et son PDG officieux était ma tante Rebecca. Rebecca, la sœur aînée de ma mère, avait pris les rênes après le décès de ma mère. Elle n'était pas chaleureuse, elle était efficace. Elle gérait la réputation de la famille comme un faucon. Et tout ce qui ne correspondait pas au récit d'une famille parfaite, charitable et forte était, eh bien, un problème à gérer. Mon mari Ryan, architecte, était un bon parti. Il avait réussi, il était beau en costume, il était approuvé. Mais ma carrière, c'était une gêne silencieuse. Je suis rédactrice de subventions, je travaille pour des organisations à but non lucratif désordonnées, celles qui traitent de la toxicomanie, de l'itinérance, de la violence domestique, le genre de problème que la fondation de Rebecca préférait résoudre à distance avec un gros chèque médiatisé. Pas en se salissant les mains. Lorraine est la sensible, disait Rebecca lors des dîners de famille, ce qui était un code pour d'instable et un peu une déception. Mon plus grand échec à leurs yeux fut ma difficulté à donner le prochain héritier. Ryan et moi avions essayé pendant des années. Nous avions enduré 2 fausses couches dévastatrices. Chaque fois, la réponse de la famille était discrète, clinique. C'étaient des événements malheureux, des affaires privées à cacher, comme si mon chagrin était une gêne sociale. Quand j'ai annoncé que j'étais enceinte de Léo, la réponse de Rebecca fut un mince sourire. Eh bien, espérons que tu puisses être calme cette fois, ma chère. Pour le bien du bébé. C'est pourquoi le silence après la naissance de Léo était si assourdissant. La césarienne d'urgence, la terreur de sa naissance à 27 semaines. C'était mon échec ultime. C'était désordonné, c'était dramatique, c'était tout ce que notre famille n'était pas censée être. Et cette photo de Rebecca, ce n'était pas juste un oubli. C'était une déclaration. Je suis à un gala, projetant la force de notre famille. Tu es dans un hôpital, projetant la faiblesse. Reprends-toi. J'ai su à ce moment-là que j'étais complètement et totalement seul. Ces premières semaines se sont transformées en 5 semaines angoissantes d'isolement total. Mon monde s'est réduit à la taille de l'incubateur de Léo. L'Usain est une planète étrangère. Elle a son propre langage, sa propre gravité. On apprend à parler en grammes et en millilitres. On apprend à lire le moniteur cardiaque pour savoir quelles alarmes signifient qu'il oublie juste de respirer, et lesquelles signifient le cours. Léo était si petit, juste 935 grammes. Sa peau était comme du papier. Je m'asseyais près de son incubateur pendant 12 heures par jour, lui lisant des livres que j'étais censé lire dans sa chambre à la maison. Et le silence de ma famille était assourdissant. J'envoyais des nouvelles au groupe de discussion. Léo a pris 20 grammes aujourd'hui.
Il est retiré du ventilateur et sous CPAP. Mon père, Richard, renvoyait un simple emoji pouce levé. Ma belle-mère, Brenda, rien. Ryan était mon rock, mais il a dû retourner travailler pour conserver notre assurance. Il venait le soir, épuisé, et nous nous asseyions près de l'incubateur de Léo, nous tenant la main. Deux fantômes dans une machine. Le seul vrai soutien que j'ai eu venait d'étrangers. Dans la salle de tirage, j'ai rencontré d'autres mères vivant le même cauchemar. Nous étions une petite sororité brisée et épuisée. Nous avons formé notre propre groupe de discussion. Nous avons célébré quand un bébé a finalement pris le biberon. Nous avons pleuré quand un autre a eu un revers. Ces femmes, ces étrangères, sont devenues ma vraie famille. Un après-midi, je faisais défiler les médias sociaux pendant une rare pause, et je l'ai vue. Une photo postée par une cousine. Mon père, ma belle-mère, tante Rebecca, tous riant, trinquant lors d'un match de polo dominical. La légende disait « Magnifique journée en famille ». Ça m'a donné un coup de poing dans l'estomac. Leur vie continuait juste. Match de polo, dîner, concert. C'était comme si je n'avais jamais existé. Comme si mon fils, luttant pour sa vie dans une boîte en plastique, n'était qu'une désagréable anecdote qu'ils avaient réussi à effacer de leur vie parfaite à Boston. J'ai arrêté d'envoyer des nouvelles au groupe de discussion. J'ai juste arrêté. La question qui me rongeait n'était pas « mon fils survivra-t-il », mais « pourquoi ». Pourquoi me haïssent-ils autant? Je ne pouvais pas comprendre comment des gens pouvaient être aussi cruels. Je n'avais aucune idée. La cruauté ne faisait que commencer. C'était la fin de la 5e semaine. Léo était stable. Mais stable en néonatologie signifie juste que la crise ne se produit pas en ce moment. J'étais à la cafétéria de l'hôpital, remuant une tasse de café horrible, mes yeux brûlant d'épuisement. L'endroit était ma nouvelle maison, remplie des mêmes résidents fatigués et de l'odeur de pâtes réchauffées. Je m'étais installé dans ce rythme engourdissant et douloureux, se réveiller, tirer son lait, conduire à l'hôpital, s'asseoir près de l'incubateur, tirer son lait, parler au médecin, tirer son lait, rentrer à la maison, dormir 3 heures, répéter. Ryan et moi étions comme des navires qui se croisent la nuit. Ma famille, ils étaient juste partis. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à Ryan, et il a juste explosé. L'écran s'est illuminé comme un sapin de Noël. 73 appels manqués, des dizaines de SMS, tous de mon frère, Ethan. Mon cœur n'a pas juste battu la chamade, il a claqué contre mes côtes. 73 appels. Ce n'est pas pour prendre des nouvelles. C'est que quelque chose s'est passé. Mes doigts tremblaient si fort que je pouvais à peine déverrouiller le téléphone. J'ai ouvert son dernier SMS, envoyé quelques secondes auparavant. En majuscule, Lorraine. Réponds. C'est tante Sharon. Elle est Thomas Général. C'est grave. Tante Sharon. L'autre sœur de ma mère. La tante mise à l'écart, celle que Rebecca repoussait toujours. Le monde a basculé. Je suis sorti en courant de la cafétéria, mon sandwich à moitié mangé oublié, et je l'ai appelé. Il a décroché à la première sonnerie. Lorraine, où étais-tu? J'appelle depuis des heures. Sa voix était tendue, paniquée. C'est un journaliste, il n'est jamais paniqué. Je suis là, Ethan, je suis à l'hôpital. Mon téléphone était en silencieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-il arrivé à tante Sharon? Il y eut une lourde pause, le son d'un système de sonorisation d'hôpital en arrière-plan de son appel. Elle a eu un AVC massif ce matin, dit-il, la voix brisée. C'est grave, Lorraine. Ils ne savent pas si elle va s'en sortir. Je me suis appuyé contre le mur, le carrelage froid pressé contre mon dos. Oh mon Dieu! Est-ce que quelqu'un est avec elle? Tout le monde est là, dit Ethan. C'est pour ça que j'appelle. Tout le monde est Thomas Général. Papa, Brenda, Rebecca, tout le monde. Et, écoute, papa demande pourquoi tu n'es pas là. Il est vraiment blessé que tu ne sois pas venu. Je ne pouvais pas comprendre les mots. C'était comme s'il parlait une langue différente. Un rire amer et froid s'est échappé de ma gorge, cela ressemblait à un aboiement. Il est blessé? Il est blessé que je ne sois pas là. Lorraine, quoi? Oui, ta tante est. Ethan, je l'ai coupé,
ma voix dangereusement calme. Où étaient-ils? Où étaient-ils tous? Personne n'a été là depuis 5 semaines. J'ai un fils en néonatologie et pas une seule personne n'est venue. Pas papa, pas Brenda, pas Rebecca, personne. Pas un appel, pas une visite, rien. Le silence à l'autre bout de la ligne était absolu. Je l'entendais juste respirer, traitant ce que je venais de dire. Sa voix a complètement changé. La panique avait disparu, remplacée par une confusion froide et nette. De quoi tu parles? Ce n'est pas possible. Si, Ethan. J'ai été seul. Mais Lorraine, tante Rebecca nous a dit qu'elle coordonnait les repas pour toi. Elle a dit qu'elle te rendait visite, qu'elle restait avec Léo pour que tu puisses te reposer. Elle a dit que tu étais complètement dépassé et qu'elle avait dit à tout le monde que tu ne voulais aucun visiteur. Elle a dit qu'elle s'occupait de tout. Ethan est venu à Luzin le lendemain. C'est un journaliste, donc il est formé à être sceptique, à fouiller. Mais quand il s'est tenu au-dessus de l'incubateur de Léo, tout cela a fondu. Je l'ai regardé se frotter les bras à vif pendant 3 minutes entières, exactement comme les infirmières le disent. Il avait l'air terrifié de même respirer près de son neveu. « Oh, Lorraine » a-t-il murmuré, en regardant ce petit combattant de 935 grammes. « Il est parfait. » Je n'arrive pas à croire. Il ne put finir la phrase. Il a juste passé un doigt par le hublot de l'incubateur et a doucement touché le pied de Léo. Après quelques minutes, je l'ai conduit à la salle familiale grise et sans fenêtre. J'ai parlé à papa, dit-il, sa voix plate et dure. Le journaliste était de retour. Je suis allé chez eux hier soir, après avoir quitté le mas général. Je lui ai demandé carrément. J'ai juste attendu. C'est bien pire que ce que nous pensions, Lorraine. Ce n'était pas juste Lorraine a besoin d'intimité. Elle a fait table rase. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle a fait, Ethan? Il a passé ses mains dans ses cheveux. Elle a dit à papa que tu souffrais de psychose postpartum sévère. Elle lui a dit que les médecins de l'hôpital s'inquiétaient pour toi, qu'ils avaient conseillé une interdiction totale de visite pour ta propre stabilité mentale. Elle lui a dit, tu étais instable. Un danger pour toi-même, et peut-être même pour Léo. L'air a quitté mes poumons. Ce fut un coup physique. Elle a dit quoi? Elle a utilisé ta dépression après les fausses couches comme preuve, a poursuivi Ethan, la voix lourde de dégoût. Elle a dit à papa que tu étais fragile, et que tu n'étais pas dans ton bon état d'esprit. Elle l'a convaincu qu'en restant loin, il te protégeait. Il suivait les ordres des médecins. J'ai tout vu dans cet horrible instant de clarification. Les émojis pouces levés, le silence. Ce n'était pas juste de la négligence. C'était un mensonge clinique, malveillant et calculé. Elle m'avait dépeinte comme une jeune mère folle et hystérique pour contenir l'embarras familial, pour garder l'image parfaite de la famille intacte. Et à ce moment-là, j'ai enfin compris pourquoi. C'est une tactique de contrôle psychologique classique. Cela s'appelle être un gardien narcissique. Rebecca avait construit toute son identité autour du fait d'être le centre de gravité de la famille. Elle a créé un système en étoile où toutes les informations devaient passer par elle. En contrôlant la communication, elle contrôlait la famille. Elle ne m'a pas seulement isolé, elle a isolé tout le monde de moi. Il ne suffisait pas que je sois l'âme sensible. Elle devait me dépeindre comme elle est instable parce que cela renforçait sa propre position de matriarche stable et capable. Ce n'était pas juste de la jalousie. C'était une décision froide et systématique pour maintenir le pouvoir. Elle protégeait la fondation, le nom de la famille. Ma souffrance n'était pas une tragédie pour elle, c'était une responsabilité. Elle a manipulé toute notre famille pendant des années, a dit Ethan, comme s'il lisait dans mes pensées. Je ne l'ai jamais vu avant maintenant. J'ai regardé mon frère, et le brouillard de chagrin et de confusion dans lequel j'étais depuis 5 semaines s'est enfin dissipé. Il a été remplacé par quelque chose de froid, de dur et de tranchant. Organise un appel, Ethan, ai-je dit. Quoi? Organise un appel vidéo avec eux tous. Je veux qu'ils me voient. Je veux qu'ils voient mon fils. Et je veux voir son visage quand je lui demanderai. Ethan a organisé l'appel pour ce soir-là. Il a utilisé son ordinateur portable, l'installant dans la petite salle familiale beige juste devant les portes de Luzin.
Mes mains étaient fermes. La femme qui avait pleuré jusqu'à s'endormir pendant 5 semaines était partie. À sa place, il y avait quelqu'un que je ne reconnaissais même pas. Quelqu'un qui se sentait froid, clinique. Ethan a appuyé sur le bouton d'appel. Une seconde plus tard, leurs visages ont scintillé sur l'écran. Ils étaient tous là, serrés dans la chambre d'hôpital de Tante Sharon au Mass Général. Mon père, Richard, son visage ayant vieilli de 10 ans. Ma belle-mère, Brenda, se tordant les mains. Et à l'arrière, les bras croisés, se tenait tante Rebecca, son expression soigneusement neutre, comme un PDG observant une négociation hostile. Lorraine, commença mon père, sa voix épaisse et tremblante. Lorraine. Ethan nous a dit. Nous n'avions aucune idée. Nous. D'abord, dis-je, et ma voix était si froide que cela m'a même surprise. Regardez-le. J'ai pris l'ordinateur portable et j'ai marché les quelques mètres jusqu'à la grande fenêtre d'observation de l'usin. J'ai orienté la caméra vers le minuscule incubateur dans le coin, vers les lumières bleues de la bilirubine, vers le nid de fil. C'est votre petit-fils, papa. C'est Léo. Il a 5 semaines. Il pèse 935 grammes. Et pendant 5 semaines, il s'est battu pour sa vie. Seul. Et vous? Vous avez cru un mensonge. Vous avez cru que j'étais folle parce que c'était plus facile que de prendre le téléphone et de m'appeler vous-même. Le visage de mon père s'est simplement effondré. Il a mis sa tête dans ses mains. Brenda sanglotait ouvertement. Mais alors, la voix de Rebecca a retenti. Aiguë, impatiente et en colère. Lorraine. Tu es hystérique, a-t-elle claqué. C'est exactement le genre de drame que nous essayons d'éviter. Tu étais instable. Tu es instable. Nous respections les souhaits du médecin. Les souhaits du médecin, ai-je dit, en tournant la caméra vers mon propre visage. Ou vos souhaits, Rebecca? Vous n'avez jamais parlé à un médecin. Vous n'êtes jamais venu ici. Vous n'avez jamais passé un seul appel. Je protégeais cette famille, a-t-elle répliqué, son masque de calme se fissurant enfin. Je protégeais votre père de vos crises émotionnelles. Quelqu'un devait gérer la situation. Gérer? J'ai presque ri. C'est ce que vous faisiez au gala de l'hôpital pour enfants? C'était gérer la situation? Dites-moi. Qu'avez-vous ressenti, Rebecca, quand vous étiez sur cette scène, acceptant les applaudissements pour votre générosité? Je me suis penché près de la caméra, et toute la pièce est devenue silencieuse. Qu'avez-vous ressenti, sachant que mon fils était sous respirateur à quelques kilomètres de là? Vous n'avez pas juste menti. Vous avez joué la comédie. Vous avez utilisé la crise de mon fils comme un accessoire pour votre réputation. Vous n'avez pas protégé cette famille. Vous avez protégé votre image. Mon père a levé les yeux, ses yeux grands ouverts, d'abord vers moi, puis se tournant lentement pour regarder Rebecca. Le choc sur son visage n'était plus seulement de la culpabilité. C'était de la compréhension. Il la voyait enfin. Le visage de Rebecca, pour la première fois de sa vie, était pâle de rage et de peur. Elle avait été exposée. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Elle était réduite au silence. Et dans ce silence, j'ai enfin eu toute la paix dont j'avais besoin. J'ai tendu la main et j'ai mis fin à l'appel. Les conséquences de cet appel ne furent pas bruyantes. Ce fut un silence assourdissant et pesant. Le lendemain matin, mon père, Richard, et ma belle-mère, Brenda, attendaient devant les portes de l'usin. Quand je suis arrivé, il semblait brisé. Mon père, que je n'avais jamais vu qu'en costume impeccable, avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses yeux étaient rouges. Lorraine, commença-t-il, la voix épaisse. Nous sommes venus rencontrer notre petit-fils. Il n'y avait pas d'excuse, pas de justification, juste une honte profonde et profonde. J'ai hoché la tête une fois et les ai conduits à l'évier. Ils se sont frottés les bras pendant 3 minutes entières, exactement comme Ethan l'avait fait. J'ai regardé mon père, cette figure puissante de Boston, se tenir au-dessus de l'incubateur de Léo. Et pour la première fois, j'ai vu l'homme, pas l'image. Il était juste un grand-père plein de regrets. Il est magnifique, Lorraine, a murmuré Brenda, les larmes coulant sur son visage. Il est parfait. Ce n'était pas une solution. Ce n'était pas un pardon. Pas encore. Mais c'était un début.
Notre relation sera construite sur la vérité à partir de maintenant, leur ai-je dit plus tard. Pas sur l'image, où elle ne sera pas construite du tout. Mon père a juste hoché la tête, ses yeux ne quittant jamais Léo. Après 10 longues et éprouvantes semaines, Léo est rentré à la maison. Il était encore minuscule, à peine 2,2 kilos, mais c'était un battant. Environ une semaine après que nous l'ayons installé, l'interphone de notre appartement a sonné. C'était tante Rebecca. Elle n'avait pas appelé, elle n'avait pas envoyé de SMS. Elle est juste apparue. Lorraine, ma chérie, fais-moi entrer. Sa voix crépitait à travers le haut-parleur. J'ai une petite chose pour le fonds fiduciaire de Léo de la part de la fondation. J'ai regardé Ryan qui tenait notre fils endormi. J'ai marché jusqu'à l'interphone. Mes mains étaient fermes. Nous n'avons pas besoin de donation, Rebecca. Le silence fut immédiat. Excusez-moi. Sa voix était perçante. Je suis votre tante. Je suis de la famille. Laissez-moi entrer. J'ai appuyé sur le bouton une dernière fois. Ma voix claire et définitive. Non, Rebecca, vous êtes une parente. Ma famille est dans cette maison. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. J'ai déconnecté l'appel. Elle a sonné encore et encore, puis elle est partie. Nous avons célébré le premier anniversaire de Léo dans notre petit appartement. C'était bruyant, désordonné et plein d'amour. Mon frère Ethan était là, tenant Léo comme un trophée. Ma tante Sharon, mise à l'écart, maintenant rétablie et souriante, lui racontait des histoires. Mes 3 amies mamans de Luzin, les femmes qui étaient devenues mes sœurs dans cet endroit stérile et terrifiant, étaient là avec leur propre bébé miracle. Et mon père et Brenda étaient là. Ils ne faisaient pas la cour comme avant. Ils étaient juste là, présents, calmes. Mon père était par terre, aidant Léo à déballer un cadeau. J'ai regardé ce groupe, ce patchwork de personnes, et j'ai réalisé ce que j'avais appris. On nous enseigne tous que la famille est une obligation inconditionnelle, que le sang est tout. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une obligation. C'est un titre. C'est un titre qui doit être gagné par l'amour, le respect et l'action. S'éloigner d'une relation sanguine toxique n'est pas un acte d'échec. Ce n'est pas un abandon. C'est un acte courageux d'auto-préservation. C'est le moment où vous décidez enfin que vous et votre nouvelle petite famille méritent plus de paix que cette douleur. Avez-vous déjà dû redéfinir ce que la famille signifie pour vous? Qui est votre famille choisie, celle qui s'est manifestée quand cela comptait le plus? Veuillez partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous.